Pablo. Salut Catherine. Bon, on est tous les deux ce matin. Ouais, Pierre, il a une extinction de voix, donc il dictaphone. va falloir qu'on se débrouille sans lui. Les bavards impénitents vont devoir tenir dans les 40 minutes imparties à ce débrief. Bon, ça va être compliqué. On remarque, c'est un peu le calme avant la tempête, parce que la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de trucs à se raconter, puisqu'il va y avoir la désignation du candidat de la droite, la candidature de Zemmour, le premier meeting de Mélenchon. Enfin bref, tout ça, ça va nous faire beaucoup de choses à se dire la semaine prochaine. Là, on a un tout petit peu plus de temps. Et on va donc revenir sur trois actualités de cette semaine. La première qui va nous intéresser le plus longuement, c'est l'affaire Hulot et donc le MeToo politique, en fait, cette question des violences sexuelles dans l'espace politique, dans le milieu politique. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on a à en dire? On reviendra sur la campagne de Roussel qui s'organise. Il y a eu un changement à la direction de la Fédération de Paris hier qui laisse la place à une organisation plus structurée de la campagne. Et puis, il a fait l'émission chez Ruquier hier soir que nous avons regardé tous les deux. Donc, on va un petit peu en parler. On reviendra plus rapidement sur Jean-Luc Mélenchon sur BFM, sur son livre. On en a parlé assez longuement la semaine dernière, donc on va faire plus court cette fois-ci. Et enfin, on va terminer tous les deux par un conseil qu'on a à vous faire de lecture ou de film. Je ne sais pas ce que toi tu as préparé, moi je sais ce que j'ai préparé, à vous faire un truc pour les fans de politique, quoi. Bon, allez, c'est parti. On y va sur MeToo. Donc cette semaine, il y a eu l'émission d'Envoyé spécial qui avait été précédée par l'intervention de Nicolas Hulot sur BFM. Tout le monde est un peu au courant maintenant, j'imagine. Nicolas Hulot se défiant par avance des accusations des femmes qui viennent chez France 2 pour dire qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Ce n'est pas complètement une surprise, puisqu'il y avait quand même déjà eu le précédent de l'Hebdo en 2018 qui avait mis sur la place publique cette question. Depuis, il y a d'autres choses qui continuent de sortir. Voilà, comment est-ce que toi, tu as ressenti cette séquence? Et après, on va essayer d'élargir un peu plus le sujet sur cette question des femmes, du harcèlement sexuel dans l'espace politique. Moi d'abord, j'ai trouvé ça excessivement problématique d'un point de vue éditorial et journalistique, ce qu'a fait BFM TV, en fait, en invitant Nicolas Hulot, ou en répondant peut-être à l'invitation, enfin, à la demande de Nicolas Hulot, je ne sais pas comment ça s'est passé, en invitant donc Nicolas Hulot sur le plateau de BFM, un jour avant la diffusion de l'épisode d'Envoyé spécial. Donc, les journalistes qui l'interrogeaient n'avaient aucun élément pour à lui avancer, à lui confronter, à lui opposer. Et donc, Nicolas Hulot a pu dérouler et dire exactement ce qu'il voulait, absolument sans opposition. Ça, je trouve que d'un point de vue éditorial, d'un point de vue politique et d'un point de vue journalistique, c'est éminemment problématique. Et encore une fois, et c'est ce qu'a rappelé Jean-Michel Apathy et Raphaël Rémy-Leleu, notamment dans leurs différentes prises de parole après la diffusion de l'épisode d'Envoyé spécial. En fait, c'est symptomatique de ce qui se passe lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, notamment lorsqu'il s'agit d'une personnalité, alors qu'elle soit politique ou non. C'est-à-dire que l'accent est mis non pas sur les victimes, mais l'accent est mis sur le bourreau, sur la personne qui est responsable des faits. C'est-à-dire que là, on n'a fait que parler de Nicolas Hulot, on a énormément parlé de Nicolas Hulot et on a finalement relativement peu parler de ces femmes. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais je trouve que c'était exactement ce qui s'était passé en 2018 avec l'Hebdo. Et quand on regarde rétrospectivement ce qui s'était passé, en fait, on n'avait parlé que de Nicolas Hulot. Ça, je trouve que c'est un énorme problème. On en est même arrivé, et en fait, je ne dis pas que c'est grave, mais immédiatement, la polémique, ce qui a été par exemple en top tweet, quasiment, je crois, le soir de la diffusion de l'épisode d'Envoyé spécial, c'est Marlène Schiappa. C'est-à-dire que tout le monde ne faisait que parler de Marlène Schiappa, parce que c'est vrai qu'il y a une séquence dans l'épisode d'Envoyé spécial qui est assez choquante, où on voit Marlène Schiappa parler à deux de ses conseillers en 2018 et voir comment ils vont régler l'affaire. C'est franchement, pour le dire simplement, c'est assez gerbant à regarder. Mais donc, immédiatement, c'est le sujet de Marlène Schiappa qui est arrivé sur le devant de la scène. Alors, il fallait peut-être…
Pablo, Pablo, excuse-moi de t'interrompre, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, ce qui est extrêmement choquant, c'est que ce soit de hauts responsables politiques qui soient mis en cause. C'est-à-dire que des femmes, je vais dire quelque chose qui va te choquer, mais il y a des centaines de milliers de femmes tous les ans qui sont victimes d'agressions sexuelles et ce n'est pas leur nom à ces centaines de milliers de femmes qui va être énoncé. Ce qui est extrêmement problématique, c'est de voir des responsables politiques qui aspirent à diriger l'État. Nicolas Hulot a failli être le candidat de LV et donc potentiellement aurait pu accéder à... Il a été le numéro 2 du gouvernement de Macron. Marlène Schiappa est supposée défendre les droits des femmes et c'est donc bien ça qui est le cœur de la question. Moi, je veux dire que ce soit qu'on se cristallise sur Nicolas Hulot qui a été donc ce responsable politique qui a été pendant des années le personnage préféré des Français. Évidemment que c'est ça l'événement. Enfin, tu vois, je trouve que c'est faire un peu un mauvais procès. Moi, je pense qu'il y a une question il y a une question politique de la responsabilité, de l'action et de l'interpénétration du pouvoir et de la pression exercée sur les femmes. C'est quand même bien ça qui est le sujet. Je trouve pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est normal que ce soit ça dont on parle. On parle de Nicolas Hulot et de Marlène Schiappa, et je pense que ce n'est pas fini en plus. C'est ce que je vais Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais on a vu aussi, tu n'en as pas parlé dans ton introduction, mais il y a Mathieu Orphelin, le porte-parole le député, ancien député LREM, et en fait assez proche de Nicolas Hulot, qui a été mis en retrait de la campagne, un peu forcé par Yannick Jadot, qui l'a annoncé hier à 22h à la télé. Oui. Et Mathieu Orphelin a répondu par un communiqué en disant oui, bon, ok, je me mets en retrait de la campagne. D'ailleurs, avec des arguments qui étaient relativement étonnants. Dans son communiqué, il dit que c'est parce que Yannick Jadot ne prend pas assez en considération la primaire populaire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il se met en retrait. C'est assez drôle, si ce n'était pas triste, de lire ça dans un communiqué qui parle de violences faites aux femmes et qui parle de la question de Nicolas Hulot. C'est pour ça qu'il est mis en retrait, Orphelin? Il est mis en retrait à cause de sa proximité avec Nicolas Hulot et le fait qu'en 2018, je crois qu'il l'avait défendu. D'accord, il n'est pas accusé lui-même de... Non, pardon. Non, c'est sa proximité avec Nicolas Hulot qui est en cause. D'accord. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a toute une partie d'Europe Écologie Les Verts qui s'est affichée pendant très longtemps avec Nicolas Hulot et jusqu'en 2018. Moi, je me souviens au début, lorsque Nicolas Hulot était ministre d'État, il était défendu très souvent par des écologistes d'Europe Écologie Les Verts qui disaient non mais attendez, il fait son boulot, il fait ce qu'il peut, etc. C'est quand même pas le lieu, c'est pas le lieu le pire quand même, ELV. D'accord. Dans ce on n'est pas, l'affaire Hulot ne devient pas l'affaire ELV, quoi. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un écosystème en fait qui était excessivement problématique. C'est un écosystème problématique. Comme tu l'as dit, c'était la personnalité préférée des Français. Donc évidemment, politiquement, il avait un poids symbolique qui était très important pour les partis, à la fois pour le parti gouvernemental, mais aussi dans une certaine mesure, et moindre, je te l'accorde, par ELV. Il fallait essayer de récupérer en fait cette aura médiatique et cette aura populaire qu'avait Nicolas Hulot. Et au détriment de ce qu'on pouvait savoir qu'il avait fait à des femmes. Parce que c'est là tout l'enjeu, à mon avis, de notre discussion et de ce qui se passe, de ce qui se passe autour de Nicolas Hulot. C'est qu'est-ce qui était su, à partir de quel moment quelque chose que l'on sait ou une rumeur, etc., on la transforme en fait non, en fait, tu vas être écarté des instances de pouvoir, on va t'écarter. Honnêtement, c'est assez complexe. Alors, pour Nicolas Hulot, j'avais l'impression qu'il y avait un faisceau quand même d'indices concordants, notamment dans son attitude globalement vis-à-vis des femmes, on aurait pu dire, sans aller jusqu'à... Je ne dis pas que tout le monde était au courant des viols ou des agressions sexuelles, mais en revanche, son attitude vis-à-vis des femmes, lorsque j'entends des responsables dire « oui, c'est vrai qu'on voyait quand même que c'était un gros dragueur ou je ne sais quoi », c'est quand même des trigger warnings, c'est-à-dire des drapeaux rouges qui devraient faire, bon, peut-être que cette personne, il va falloir au bout d'un moment soit la prendre entre quatre yeux et dire maintenant, soit tu changes d'attitude, soit genre tu es exclu définitivement, soit directement en fait prendre les devants et dire en fait il n'y a pas la place dans les organisations politiques, mais d'ailleurs tout type d'organisation, pour des gens comme toi, donc tu dégages.
Alors, moi, j'avais dire plusieurs trucs. La première, ce que j'ai trouvé extrêmement problématique, évidemment, c'est que Nicolas Hulot soit invité sur BFM avant même que l'émission passe et que donc Bruce Toussaint ne lui pose aucune question précise, quoi, qui le déstabilise. Mais ce qui est plus grave, c'est ce que Nicolas Hulot dit. C'est-à-dire que jamais il n'assume. Il dit ce n'est pas moi, c'est étranger à moi, comme Dominique Strauss-Kahn, d'ailleurs, c'était totalement étranger à lui. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui n'assument pas ce qu'ils font, qui ne produisent aucune pensée sur ce qui s'est passé. Et pire encore, Nicolas Hulot, dans l'émission d'Envoyé spécial, on le voit à un moment donné interrogé par téléphone et il dit oh, je sais que la parole des femmes est sacrée, la parole des femmes est sacrée. C'est-à-dire qu'il démonétise, il méprise, il renvoie avec une espèce d'ironie sur oui, la parole des femmes est sacrée. C'est-à-dire qu'il fait comme si en fait, ce qu'elle dit n'est pas contestable, alors que lui, évidemment, lui qui n'est qu'un homme, qui n'est que Nicolas Hulot, lui, on va contester sa parole, alors que désormais, la parole des femmes est sacrée. Je trouvais ça, mais profondément choquant. C'est-à-dire que c'est un homme qui plaide l'irresponsabilité par rapport à sa vie, par rapport à sa puissance, par rapport à ses actes, et qui continue d'être dans le déni et d'accuser les femmes. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment une question pour Nicolas Hulot, mais qui est une question qui n'est pas que pour Nicolas Hulot. En fait, c'est cette question, ce fait d'avoir des hommes qui n'assument pas, qui ne reconnaissent pas, qui ne produisent pas une réflexion un peu poussée sur ce qui se passe depuis des décennies, depuis des siècles, on va dire, hein, en tout cas du rapport des hommes de pouvoir sur les femmes et depuis des décennies sur les femmes en politique, c'est-à-dire à l'intérieur de leur écosystème, comment ils se comportent vis-à-vis d'elles. Ça, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, le côté je ne savais pas pour Nicolas Hulot ne peut pas suffire. Je veux dire, je n'accuse pas les uns et les autres de ne pas savoir précisément sur Nicolas Hulot. Par contre, qu'ils s'en tiennent à je ne savais pas, ça, c'est pas acceptable. Parce que nous savons tous, absolument tous, que c'est des choses qui sont ultra courantes et qui sont très compliquées pour les femmes à dire. Parce que on sait la difficulté de parler quand ça se produit au sein de la famille parce qu'il y a de l'affect qui se joue. Quand c'est dans l'espace politique, c'est aussi très compliqué. C'est très compliqué éventuellement parce qu'il y a des relations de pouvoir, de travail, etc., qu'il y a des enjeux de promotion dans l'espace politique, c'est-à-dire que dire qu'un chef vous a harcelé, c'est se barrer la route pour pouvoir prendre de nouvelles places, de nouvelles responsabilités. Mais c'est aussi très compliqué d'un point de vue émotionnel parce que quand on est engagé dans un espace politique, d'abord on y croit. On n'a pas envie que ça se passe chez nous. Enfin, on n'a pas envie que ce soit dans notre espace que des gens se comportent de cette manière-là, surtout quand on est à gauche et qu'on porte les valeurs de respect et d'égalité. Donc ça, c'est totalement insupportable. Et par ailleurs, on est aussi dans un faisceau d'amitié, c'est-à-dire qu'on connaît les femmes, les filles, les enfants des hommes qui sont mis en cause et qu'on n'a pas envie de leur faire du mal. Moi, je dis que, et je peux dire pour l'avoir vécu, ça, c'est ultra courant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et plusieurs fois en public. C'est-à-dire devant des dizaines d'hommes où personne ne réagit sur la violence, l'agression, le mépris à l'égard des femmes. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans l'espace de la gauche, un homme se permettrait de tenir des propos racistes, il serait éjecté. Ce n'est pas toléré. Par contre, un homme qui embrasse le front d'une femme en lui disant « toi, tu te tais », qui se permet de voler un baiser ou de parler de manière salace des femmes. Comment ? Ou de siffler une femme. Moi, j'ai déjà assisté à ça. Moi, je n'ai pas assisté à ça, mais j'ai déjà assisté à des remarques extrêmement grivoises en public, sans que ça ne fasse rien et sans que personne ne réagit, personne ne dit rien. Et la femme, elle est humiliée. Moi, je me suis sentie humiliée incroyablement. Des années après, je ne m'en remets pas de ces humiliations que j'ai vécues par cet univers politique ultra masculin et dans lequel le pouvoir est ultra masculin. Donc, il y a une question là qu'il faut quand même creuser. On ne peut pas s'en tenir simplement à « je ne savais pas », ni simplement à c'est une question qui concerne tous les hommes. L'autre soir, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon sur BFM. J'ai trouvé très bien ce qu'il a dit quand il a dit on est tous affectés par l'ampleur
de ce qui se passe, alors à l'échelle de la société, mais l'ampleur de ce qui se passe dans le monde politique, tout le monde le sait. Ça, alors là, je veux dire, il n'y a pas de découverte. Et il a dit, tous les hommes doivent s'interroger, on s'interroge en tant qu'hommes sur ce que nous avons appris à nos fils. Il y a plus que ça. C'est comment nous tirons bénéfice de notre place de pouvoir pour pouvoir être des prédateurs, pour pouvoir assouvir. Et ça, c'est quand même quelque chose. Je ne dis pas que tous les hommes en politique, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes en politique se comportent de cette manière. Ceci étant, l'espace politique, avec son pouvoir symbolique et réel, les deux, est un espace dans lequel on prend les femmes, on les maltraite profondément, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les égales et elles sont humiliées en permanence et éventuellement violentées, harcelées, violées. Ça, c'est tout à fait connu. Et il y a, et je suis désolée, mais tu vois, je me disais, j'entendais Rémi Leleu sur la midinale de Regard. Elle a parfaitement raison. Je veux dire, la gauche ne fait pas le ménage. Moi, c'est ça. Dire, que dans le 14e arrondissement, le seul élu communiste soit un type qui est qui a été accusé de viol par un jeune homme qui s'est suicidé et que pour ce fait, les autres élus communistes ont démissionné parce qu'ils ne veulent pas siéger avec lui, ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas acceptable que les choses se passent comme ça et qu'on ne sanctionne pas. Je suis totalement opposée au fait que les partis se substituent à la justice. Il faut que la justice se fasse quand il y a des accusations gravissimes comme des accusations de viol. Donc, je ne suis pas d'accord, même pas vraiment d'accord avec les commissions de déontologie dans les partis, parce que ce truc-là, c'est se substituer d'une certaine manière à la justice. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une autre culture, et la culture, c'est quand même beaucoup plus que la question des tribunaux. C'est pour ça que Adèle Haenel n'avait pas porté plainte devant les tribunaux, c'est pour ça que Pascal Mitterrand, pardon. C'est pour ça que Pascal Mitterrand a porté plainte une fois la prescription acquise, c'est-à-dire que leur enjeu, ce n'est pas le tribunal, leur enjeu, c'est la conscience collective et le changement de culture. Et ça doit vraiment être travaillé et pas simplement par des commissions internes. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est précisément moi ce qui m'énerve le plus en fait dans cette histoire, et ce qui me choque le plus, c'est que je ne vois pas véritablement d'évolution, en tout cas assez rapide, sur cette question de la part des partis, mais globalement de la part de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, les paroles se libèrent, les paroles des femmes se libèrent, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à parler, pas du tout encore toutes, on est très loin de l'exhaustivité en la matière, mais elles arrivent de plus en plus à parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, Pablo. Moi, ce n'est pas la parole se libère, parce que ce dont je peux témoigner, c'est que ça s'est produit, moi, des tas de fois, ça s'est produit en public. Exactement. Mais en fait... Et que j'ai raconté. C'est-à-dire que les hommes qui étaient proches de moi en politique savaient ce qui m'était arrivé. Et eux, comme moi, nous avons tous fermé notre gueule pour les raisons que je l'ai dites, qui sont des raisons affectives, qui sont des raisons de solidarité avec son parti, avec la grande CGT, avec patati patata. Voilà. Donc, on a fermé nos gueules et j'ai fermé ma gueule. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une question compliquée qui ne peut pas être renvoyée à la parole individuelle et qui doit être une question culturellement et politiquement. Eh bien oui, je suis complètement, c'est une question collective, mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, cette question n'est pas résolue. C'est-à-dire que dans les partis, il y a toujours en fait des omertas, il y a toujours des gens qui, lorsqu'il y a des remarques sexistes en fait qui fusent, tu as genre les gens qui baissent les yeux en disant bon, on va faire comme si on n'avait pas entendu, ou même dans des rapports interpersonnels, lorsqu'on te dit quelque chose qui est profondément sexiste ou même profondément raciste, parce que je suis désolé, moi j'ai déjà entendu, sont arrivés à mes oreilles des propos racistes. Et tu sais pas en fait quoi répondre et t'es là genre mais c'est pas possible, il n'a pas dit ça quand même. Et si en fait il a énoncé, la personne qui est en responsabilité politique a énoncé la parole profondément sexiste. Et moi je suis là ou bien parfois j'ai le réflexe en fait de dire non là ça va pas, mais parfois aussi, je me dis, je sais pas, j'ai pas le temps, je suis pas assez rapide. Et je sais, et même lorsque la parole est dite et où je me dis, le type, il a eu une parole là qui témoigne d'un profond problème politique et humain.
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais en fait de cette information? Je ne vais pas aller voir un responsable en disant ouais, machin a tenu une parole sexiste. C'est complètement absurde. Genre, il n'a pas besoin. C'est pour ça que je pense qu'on n'en est plus là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer de dire et de témoigner et de rendre public, mais le problème, il est plus profond que ça maintenant. Il faut que ce soit une autre culture qui émerge. Et le dernier truc problème, que je veux dire avant… non, mais attends, juste une toute petite chose et après je te laisse terminer. Moi, je pense que aussi, le principal problème, c'est un truisme que de le dire, enfin, c'est le problème de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme, où les femmes, en fait, sont de par les structures en fait de notre société sont dominées par les hommes, mais à tous les endroits de notre société, on n'arrivera pas en fait à avoir un rapport sain en fait entre les deux genres. Je pense que ça passe nécessairement en fait par la résolution de cette question-là. Oui, mais enfin, la résolution de cette question-là, elle ne va pas arriver en dehors de ce processus, justement. C'est-à-dire que c'est pas, tant qu'il n'y aura pas d'égalité entre les hommes et les femmes, on n'y arrivera pas. Non, on n'arrivera pas à l'égalité entre les hommes et les femmes si, dans ces espaces, les espaces de la politique, les espaces professionnels, parce que j'en ai à peu près autant au service dans les espaces professionnels, on ne règle pas la question de cette… du respect de ce que c'est que le pouvoir et de sa limite, de la limite que l'on donne aux questions de pouvoir. Le dernier truc que je voulais dire avant qu'on passe à autre chose, parce qu'on ne fait pas un numéro spécial MeToo là, c'est que je pense que cette affaire va avoir des conséquences considérables. En fait, l'affaire Nicolas Hulot. Je pense que DSK savait déjà levé le couvercle sur quelque chose que tout le monde savait au Parti socialiste. Je veux dire, Stéphane Guillon. Il faut quand même se rappeler que Stéphane Guillon a été licencié de France Inter parce qu'il avait mis ça sur la place publique. Donc, on lui a dit la porte parce que Guillon avait fait un sketch en disant aux femmes de France Inter, planquez-vous, il y a des SK qui arrivent. Allez hop, la porte, on l'avait viré. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde le savait dans le monde médiatique et dans le monde politique, tout le monde connaissait les pratiques de DSK. Mais ce que je pense, c'est que là, le niveau de soutien dont a bénéficié Nicolas Hulot, en particulier de la part du gouvernement, la phrase de Macron disant que ça le laissait de marbre, ces accusations, le fait qu'on ait fait monter en première ligne Marlène Schiappa pour le défendre, le fait que Marlène Schiappa soit aujourd'hui sous la tutelle de Darmanin, lui-même accusé de viol, et qu'elle continue d'apporter son soutien à ces hommes, je pense que ça, c'est… explosif, absolument délétère, parce que ça veut dire, c'est un élément de plus de la campagne enfin pas de la campagne, de la méfiance, la défiance des citoyens à l'égard du monde politique. Alors, ça veut dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on est capable d'être un traître, de passer d'un camp à un autre, on est capable de piquer dans la caisse, on est capable de violer des femmes et que ce soit couvert au nom de l'intérêt supérieur du parti, de l'État et je ne sais quoi. Et donc, moi, je crois que les femmes en ont tellement ras la casquette et elles savent tellement à quel point c'est puissant et c'est profond cette question que je pense que les effets profonds de cette affaire, on va les sentir, mais ça va… Moi, je pense que c'est une affaire qui va être très lourde de conséquences, l'affaire Hulot. On suivra ça. On va maintenant passer au deuxième sujet sans transition aucune, c'est-à-dire c'est un peu rapide, mais la campagne de Fabien Roussel. Alors, il était en début de semaine en Guadeloupe. Il a fait un tour de la Guadeloupe pour adresser finalement les questions qui aujourd'hui touchent la Guadeloupe. Il est rentré hier et il est tout de suite allé, je crois, même pratiquement en sortant de l'avion. Enfin, ils ont commencé comme ça dans On n'est pas couché chez Ruquier et Léa Salamé. On est en direct. On est en direct, oui, pardon. On est en direct maintenant. J'ai pris l'ancien nom. Il est allé à On est en direct, où il a donné une interview, finalement. T'en as pensé quoi de cette interview, Catherine? Écoute, moi, je trouve que… D'abord, j'ai trouvé très bonne. J'ai trouvé que ça durait 30 minutes et dans lequel on se fait une très bonne idée de tout un tas de sujets. Le boulot a été très bien fait, à mon avis, par les journalistes. Je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé. C'est-à-dire que les questions étaient bonnes et les réponses permettent de se faire un avis sur qui est et que propose Fabien Roussel. Donc, je recommande le visionnage de cette séquence. La première chose que j'en ai pensé, c'est que Fabien Roussel joue
insiste sur le côté « je suis un mec sympa, je suis un homme du peuple, je suis un homme comme tout le monde ». Et qu'en fait, il envoie comme message, et d'ailleurs il l'explicite à un moment donné dans l'émission, c'est « je veux mobiliser les catégories populaires et parce que je suis comme eux, je vais mobiliser les catégories populaires ». Et je pense que là, il y a un premier sujet, à mon avis, de discussion pour la réflexion de ceux qui conduisent la campagne de Fabien Roussel, parce qu'il y a deux questions qui se posent là-dedans. C'est qu'est-ce que c'est que les catégories populaires? Je vous renvoie à la discussion qu'on a fait, il y a 2 débriefs dans Regard sur cette question, c'est-à-dire sur est-ce que finalement il y a une bonne identification des catégories populaires? Au fond, quelles sont les catégories populaires que Fabien Roussel a en tête quand il parle des catégories populaires. Je pense que c'est un type, c'est un segment des catégories populaires, probablement les ch'tis, comme il dit, du Nord, les gens qui viennent de la tradition ouvrière blanche du Nord, mais ce n'est pas les catégories populaires. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question que j'ai notée, c'est évidemment le fait qu'il est candidat du Parti communiste, mais qu'il ne définit jamais ce qu'est le sens d'un vote communiste. Et ça fait très longtemps, ce n'est pas le premier à être confronté à cette question. J'allais dire, depuis que l'Union soviétique est tombée, pas simplement le mur, hein, mais j'allais dire depuis que l'effondrement de la perspective communiste a touché au cœur le projet communiste, c'est très difficile de définir ce que c'est que le vote communiste. Et tant que ce n'est pas fait, du coup, il en est réduit à être le représentant, à se vouloir le représentant du monde populaire ou d'un monde populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, je pense que le Parti communiste n'a jamais complètement intégré que sa puissance, elle était articulée sur plusieurs registres, c'est-à-dire qu'elle était articulée sur une inscription dans le territoire par les élus, par les associations, par les syndicats. Il y avait vraiment un ancrage pratique et territorial, qui avait un projet, un programme et qui avait un grand horizon qui était le communisme réel, supposé de l'Union soviétique qui se mettait en œuvre là-bas. Et Roussel n'en parle plus, et je pense que même qu'il fait plus que ça, parce qu'il dit « je n'ai rien à voir avec la Chine ». Non mais attends, ça n'a jamais servi à qui que ce soit de se dédire de je n'ai rien à voir avec l'Union soviétique, avec la RDA et maintenant avec la Chine. Il faut être capable de dire quel est le projet communiste. S'il ne le fait pas, il ne peut pas convaincre de voter pour lui, parce qu'on ne vote pas uniquement pour des raisons de classe. Je crois que là, il y a une étroitesse de l'approche qui est moi, je défends, je propose le SMIC à 1 500 € et donc je suis du côté du peuple. Ça ne suffit pas. On ne vote pas communiste s'il n'y a pas justement ces multi-échelles qui sont le local, le quotidien, le programme et le projet. Et il n'y a pas de projet communiste. Et hier, alors, dernier point, c'est que, bon, ça lui a été redit par notamment Léa Salamé, vous êtes le plus populaire à droite, des candidats de la gauche, vous êtes le plus populaire à droite. C'est une pique qui est assez vache, mais qui néanmoins traduit cette vraiment incertitude à l'égard du projet profond, des propositions profondes et du positionnement de Fabien Roussel. C'est-à-dire que, bon, moi, et dernier point, c'est que moi, je me suis dit, mais finalement, Roussel, il est interrogé très bien par Ruquier en lui disant, mais d'accord, vous voulez le SMIC à 1 500, mais alors du coup, pourquoi vous n'alliez pas avec Jadot et Mélenchon? Parce que vous tous les trois, vous faites 17%. Si vous n'alliez pas, ben, le SMIC à 1 500, il n'y aura pas. D'autant qu'ils le veulent tous, hein, le SMIC à 1 500. Et c'est pour ça, c'est ça qu'il dit Ruquier. Il dit, vous voulez tous donc pourquoi vous vous alliez pas tous les trois pour l'obtenir, quoi, ce SMIC à 1 500? Et Roussel botte en touche. Et moi, je pense que il dit, moi, je veux mobiliser l'électorat, etc., etc. Il est une candidature de témoignage. C'est-à-dire qu'il apparaît désormais, d'autant que ça ne décolle pas. Hein, il est toujours dans un étiage autour de 2%. Et pour l'instant, le fait qu'il n'y ait pas de programme et que pas de projet, et que par ailleurs il se contente de dire je représente les catégories populaires, sachant que les catégories populaires n'ont pas forcément envie, en plus, d'être représentées par quelqu'un qui est eux-mêmes
Ça, c'est le dernier point sur lequel je pense qu'il y a vraiment un gros doute. On ne souhaite pas forcément être représenté par soi-même. Je veux dire, les électeurs qui votaient communistes, ils avaient aussi une espèce de fierté d'avoir quelqu'un qui parlait bien français, par exemple. Tu vois, Roussel qui passe son temps à faire des fautes de français, il le fait exprès. Moi, j'en suis convaincue, il est journaliste, Fabien Roussel. Donc, il peut parler français sans faire de fautes. Le fait qu'il fasse des fautes de français prouve qu'il ne fait pas attention, qu'il se relâche, voire qu'il le cultive pour faire peuple. Moi, je crois qu'on ne vote pas pour soi-même, on vote pour un projet, pour un programme, pour quelqu'un qui vous élève. Alors, juste, je vais te répondre, mais juste, il faut que j'aille regarder, il faut que j'aille dorer mon poulet parce que sinon, il va cramer. Donc, je reviens tout de suite. Alors, ouais, moi, concernant Fabien Roussel, moi, j'ai regardé l'émission d'hier. Ce qui m'a interpellé, c'est effectivement la façon qu'il a de présenter le projet communiste. Il commence l'interview par dire moi, je veux représenter la nouvelle gauche républicaine et universaliste. Alors, je suis là, genre, si c'est ça le projet communiste, il y a quand même un petit souci, quoi. Genre, je veux dire, ça ne définit, c'est exactement ce que tu disais, républicaine, universaliste, à la limite, pourquoi pas, même si je sais exactement ce que ces mots sous-entendent, et on est beaucoup à savoir ce que ces mots sous-entendent, et du coup, les limites, contre qui, à qui il s'adresse lorsqu'il dit républicaine et universaliste, mais en tout cas, ça ne suffit absolument pas à définir le projet communiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand c'est par rapport à tous les identifiants qui aujourd'hui font sa campagne, tout à l'heure, tu as dit oui, qu'il est le candidat le préféré de la droite. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un moment où, dans l'interview, Léa Salamé lui dit oui, mais quand même, c'est sur la question de la Guadeloupe. Il dit oui, c'est pas possible d'envoyer le GIGN et le RAID. Et là, Léa Salamé lui dit oui, mais vous êtes le candidat pro-police. Vous devriez aimer de voir la police envoyée en Guadeloupe. Et en fait, il ne nie pas le fait qu'il est le candidat pro-police. C'est-à-dire qu'il en fait un marqueur en fait, de sa candidature. Et ça, non mais. Oui, mais enfin, il répond à ça. Moi, ce que je pense, et je pense qu'il a raison sur ça, il dit qu'il faut avoir une position progressiste de la police. Donc, moi, je ne le conteste pas. Le problème, c'est comment il le décline après. Ça, on peut discuter. Mais en fait, c'est des questions de marqueurs politiques. C'est-à-dire qu'on est dans une campagne présidentielle. Le problème, c'est qu'il l'identifie au populaire. Il le développe à propos du populaire. C'est-à-dire, moi, comme je suis du monde, je écoute le monde populaire, je sais que le monde populaire, il veut la police. Ah, voilà, là, voilà, c'est à disjoncter, quoi. C'est toujours la même histoire. Hein. C'est qui le monde populaire? De quoi parle-t-il et comment répond-on aux attentes? Moi, je suis d'accord. Je partage ce que tu dis, tu vois. Mais en fait, il faut faire attention. Enfin, s'il a envie de développer cette idée que le populaire a besoin de police, il faut qu'il y aille avec beaucoup plus, à mon sens, de profondeur, en fait. Parce que pour l'instant, la seule chose qui ressort de la candidature de Roussel, c'est qu'il est pro-police. C'est pas qu'il est pro-police parce que genre, le populaire voudrait de la police et ensuite qu'il nous fasse une démonstration éclatante de ce pourquoi les catégories populaires voudraient plus de police. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On ne peut pas rester en surface. On ne peut pas rester en surface sur cette question, sinon tu deviens un mec de droite. Mais absolument, c'est ça. C'est que le problème, c'est que c'est un discours de maintien de l'ordre. Et je croyais que les communistes n'étaient pas pour maintenir l'ordre, mais pour avoir un autre ordre. Donc, c'est quand même très... Moi, je suis d'accord, hein, je trouve ça très, très, très problématique. Mais en fait, comment dire, il y va par petites touches, Roussel, et beaucoup des petites touches de com. Hein, je veux dire, il a multiplié les opérations de communication qui le rendent... C'est très sympathique, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, tu peux aller boire un coup et une bière avec Fabien Roussel, visiblement, il t'attend, quoi. Donc, mais c'est petit, il fait des petits coups, mais il ne nous a pas produit une proposition dans laquelle, quand il dit qu'il est pour la police, ça ne devient pas un discours de maintien de l'ordre. Et exactement. Ça, c'est quand même vraiment, Et moi, c'est là, et ça c'était le deuxième point que je voulais aborder. En fait, c'est la Jean-Lassalisation de sa campagne. C'est-à-dire que, en fait, il est présenté. Il y a eu un petit reportage au début de l'interview, juste avant l'interview sur On est en direct, et ça rejoint, d'ailleurs, qui reprenait des éléments d'un petit reportage qui avait été fait sur lui dans Quotidien de Yann Barthès, où en fait les journalistes se moquent de lui.
Et lui, finalement, accepte en fait cette moquerie parce que j'ai l'impression que le Parti communiste aujourd'hui considère que la moquerie à l'égard de Fabien Roussel est bienveillante. Ce qui est vrai, elle est bienveillante. C'est-à-dire que lorsque quotidien Yann Barthès le tourne en dérision avec, on le voit demander des bières tout le temps, dire ah bah où est-ce que je vais prendre une bière, où est-ce que je vais prendre une bière, etc. Et après on le voit aussi répondre à des questions d'un journaliste en disant mais pourquoi, est-ce que votre objectif c'est de rendre le parti hype, le parti communiste hype, et qui répond en fait en faisant des blagues, hein, parce qu'il est en fait c'est un bon vivant, hein, et donc du coup c'est un bon client pour les chaînes de télé. Il faut quand même faire attention parce que moi je me souviens donc les dernières présidentielles, aux dernières campagnes présidentielles, la personne qui remplissait ce rôle c'était Jean Lassalle. C'était à Jean Lassalle qu'on faisait les blagues sur la bière, où on disait ah, on va aller prendre une bière avec Jean Lassalle, et puis tout le monde rigolait. Je passe en fait sur les accusations de harcèlement sexuel de Jean Lassalle, dont il est l'objet. Mais c'était à lui qu'on faisait porter ce chapeau-là. Et c'est un chapeau qui, en fait, est sympathique en fait pendant la campagne. Hein. C'est sympa d'être ce candidat-là, sûrement. Mais par contre, après, c'est pas ça qui va faire des voix. Hein. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi dans l'interview. On est en direct. Le Parti communiste et la candidature de Fabien Roussel n'arrivent pas à décoller du socle des 2%, malgré le fait qu'il a été le candidat le plus, c'est la troisième personne la plus invitée dans les matinales au mois de septembre et au mois d'octobre. Il fait la tournée des plateaux télé. Je veux dire, il est adoré. Il a même des papiers dans le Challenge et dans le Figaro qui sont plutôt élogieux, et pourtant, il reste à 2%. Donc, au bout d'un moment, j'espère que les instances dirigeantes du Parti communiste vont se poser la question. Ils vont dire, putain, on est partout. Tout le monde, les journalistes, on nous voit plutôt d'un bon œil, mais on est à 2%. Donc, c'est que le problème ne se situe pas dans le rapport aux journalistes ou dans l'image qui est portée par Fabien Roussel, mais qu'elle est plus profonde et qu'elle est, moi je suis complètement d'accord avec toi, elle est liée en fait à ce que c'est que le projet communiste. Et aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on va mettre un bulletin communiste dans l'urne, on ne sait pas trop en fait ce que ça veut dire en fait, et notamment la différence avec mettre un bulletin Mélenchon ou mettre un bulletin du NPA. Moi, aujourd'hui, je peine à savoir exactement quelle va être quelle va être la portée de mon vote en fait. Pour moi, le ressort qui continue d'être actif, c'est la fidélité à l'histoire. Et c'est d'ailleurs de ça dont il a aussi parlé à propos de la sécurité sociale. Il dit une petite blague, tous ceux qui ont une carte de la sécurité sociale, ils ont un petit peu d'une carte du Parti communiste dans leur poche. C'est-à-dire qu'ils rappellent à tous que la sécurité sociale, Ambroise Croizat, voilà, que c'était un ministre communiste du général de Gaulle, et que voilà. Donc, moi, je pense que le ressort profond, c'est ça. Et donc, c'est l'attachement à une structure qui a eu sa fonction historique. Mais moi, ce que je veux pointer, c'est que la fonction historique du Parti communiste, je pense qu'elle n'est pas comprise profondément, et je connais assez bien ce monde-là pour dire qu'en fait, cette articulation entre tous ces niveaux qui ont fait la puissance du Parti communiste, elle n'est pas complètement comprise ou intégrée ou articulée au Parti communiste. Sans ça, on ne tiendrait pas un discours qui est simplement le discours du peuple. C'est pas possible. Je veux dire, le Parti communiste était sur des registres, et c'était l'ensemble de ces registres qui lui a permis d'être une exception avec le Parti communiste italien dans le monde occidental. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre quel a été ce qui a permis cet ancrage historique qui a duré bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi ça a marché. Et tant qu'il n'y a pas cette compréhension-là, à mon avis, il ne peut pas y avoir de relance du Parti communiste ou d'une organisation communiste. Et puis d'ailleurs, j'allais dire, ça pourrait peut-être valoir pour d'autres éventuellement. Alors, on va passer au prochain sujet, Jean-Luc Mélenchon. Alors, la semaine dernière, tu as dit que tu as parlé du programme de Jean-Luc Mélenchon, mais tu ne l'avais pas lu. Tu l'as dit en direct que tu ne l'avais pas lu. Est-ce que tu l'as lu cette semaine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés et qui ont dit « Ah, mais c'est pas possible, Catherine Tricot, elle n'a pas lu le programme, donc elle n'a pas le droit à la parole. » Est-ce que du coup, cette semaine, tu l'as lu et qu'est-ce que tu en as pensé? Oui. Pour dire, la semaine dernière, ce que j'avais
j'ai dit que je ne me prononçais pas sur le contenu du programme, mais je me prononçais sur la place et le statut de ce programme dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je maintiens totalement mes idées et je dirais, d'une certaine manière, après l'avoir lu et après avoir écouté l'émission de BFM, je regrette d'être confortée dans ce point de vue. C'est-à-dire, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il y avait l'idée du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses supporters, en fait ses soutiens, pas supporters, ses soutiens, ses militants, l'idée que la diffusion de ce programme allait permettre de faire un élément de révélation, puisque les Français sont d'accord avec le contenu de ce programme, 60 à 80% d'après le sondage qui a été fait à la fin de l'été. Et c'est vrai que les propositions sont, dans une large mesure, on peut comprendre qu'elles obtiennent le soutien, que donc ça va finir par matcher. Et que donc, ce qu'il faut, c'est faire cet effet de révélation d'un raccord entre les attentes concrètes et les propositions du candidat. Et que c'est ça qui va donner le résultat politique à Jean-Luc Mélenchon. Et quand, moi j'ai dit que je ne croyais pas à cela, et je constate que, en tout cas, au moins mon désaccord, il est, je veux dire, c'est pas un désaccord d'idées, en l'occurrence. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est que je ne suis pas d'accord avec la stratégie politique, c'est-à-dire avec l'idée que c'est comme ça qu'on crée une dynamique politique, ce qui est quand même l'essentiel, parce qu'il n'y a pas de programme qui sera appliqué s'il n'y a pas de dynamique politique. Et de la même manière que pour Fabien Roussel, on vient de se le dire, il n'y a pas de dynamique autour du candidat communiste s'il n'y a pas une articulation entre un programme et un projet. Là, moi, quand j'ai lu le livre, d'une part, d'abord qui n'est pas lisible, je veux dire au sens où on ne peut pas lire du début à la fin, c'est 694 fiches qui sont toutes construites de la même manière. Voilà, non, mais il y a un chapeau qui justifie le sujet, et puis après des bullet points. Et puis après des sous-mesures. Donc, elles sont toutes construites un peu de la même manière. Donc, vous ne pouvez pas vous lire 694 fiches. J'ai lu par contre l'introduction de Jean-Luc Mélenchon qui fait une dizaine de pages, mais qui est la justification de cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'il dit, d'une part, le fond aussi, c'est l'autre chose, c'est qu'ils disent nous sommes prêts à gouverner. C'est-à-dire que nous avons travailler des propositions sur tous les sujets qui concernent la société. Donc, nous sommes prêts. Donc, nous sommes prêts. 2, nous y travaillons en continuité depuis 2017. Donc, la continuité est réaffirmée. Et quand il a été sur BFM, d'une certaine manière, il a été extrêmement éloquent. Enfin, je veux dire, il était très fort sur le plan programmatique. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il avait la réponse, la cohérence, etc. Tac, 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 ça marche. Je veux dire, il est prêt, là, Jean-Luc Mélenchon. Il peut avoir le pouvoir. Le problème, c'est le journaliste lui a posé la question sur BFM, je ne sais plus lequel, mais il a dit, mais enfin, comment vous expliquez que 60 à 80% des gens soutiennent vos propositions et que vous en soyez autour de 10 dans les sondages? Quel est comment vous allez résoudre cet écart? Il dit, bah justement, on y travaille. Non, mais le problème, c'est ça. C'est la compréhension que on est en politique, on ne vient pas simplement soutenir des mesures. On ne vient pas choisir pour des mesures. Ou alors, en effet, tout le monde voterait pour, enfin, tous ceux qui sont en dessous du SMIC ou au niveau du SMIC viendraient pour voter pour la gauche pour que le SMIC soit augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est le problème du discours. Et là, franchement, pour l'instant, l'émission de BFM, et ça n'était pas forcément lié à Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai trouvé que cette émission était trop longue et ça ne lui permettait pas d'avoir quelque chose qui ressorte principalement de l'émission, même si les journalistes, je les ai trouvés bons sur BFM, ce n'est pas la question, mais l'introduction de son livre ne permet pas de faire ressortir une vraie cohérence et une vraie alternative et un vrai regard sur où on en est et où on va, quoi. Ouais. Non, mais je suis complètement... Ça ne marchera pas, quoi, franchement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que j'ai eu exactement le même sentiment en fait à la lecture de ce livre programmatique. C'est-à-dire que c'est un livre technocratique. C'est-à-dire que en plus de, toi tu dis ils n'arrêtent pas de répéter, Jean-Luc Mélenchon n'arrête pas de répéter qu'il est prêt à gouverner.
C'est vrai, il est sûrement prêt à gouverner, mais en fait, il est prêt à gouverner avec exactement les mêmes codes que les gouvernements précédents et le gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'on répond, en fait, il n'y a aucune poésie, il n'y a aucun lyrisme, en fait, dans cet étrange, ça. Hein. ouvrage. Moi, je suis d'accord. Le Et fait c'est qu'il fasse de précisément la ça qui poésie fait la avec ça, c'est chair. étonnant. Et c'est Ah ouais, ça, je suis précisément. d'accord. Et je vais te dire, c'est ça qui fait pour moi la chair de la politique. Alors, c'est vrai qu'il est excellent sur ce point, Jean-Luc Mélenchon. Tu l'as dit dans l'interview de BFM. Vraiment, il a répondu point par point et de façon très précise à toutes les questions. C'était vraiment extraordinaire. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que en 2017, l'excellent score qu'il a réussi à faire au premier tour, il l'avait fait précisément, enfin, justement pas sur ces questions technocratiques et ces questions de précision de programme, etc. La dynamique qu'il avait réussi, la raison pour laquelle il avait réussi à emporter une grande partie du vote du peuple de gauche, c'est précisément parce qu'il avait réussi à mettre du lyrisme, à mettre de la dynamique, à mettre du corps et de la profondeur, en fait, dans ses discours et dans sa proposition de projet, pas dans ses propositions différentes sur chacun des points, etc. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est quand même assez symptomatique, c'est que moi, j'ai pas mal de gens autour de moi, donc des spécialistes de divers sujets, hein, des spécialistes de l'école, des spécialistes des questions de sécurité, etc., qui m'ont envoyé des messages en me disant « Oh là là, mais j'ai lu genre les 4 pages sur l'école, il manque ça. » Ou alors, j'ai lu les questions, une magistrate qui me dit, qui est proche de la France Insoumise, hein, qui va voter Jean-Luc Mélenchon, mais qui me dit bah, « J'ai lu genre le programme, c'est pas possible, ils n'ont pas dit ça, ça et ça. » Tu vois. Bah oui, bah, c'est nécessaire. Mais le problème, c'est que comme le programme est tellement précis sur certains points, qu'on s'attend à ce qu'il soit exhaustif. Or, nécessairement, un programme ne peut pas être exhaustif. Et c'est là, et nécessairement, il va créer des déçus. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont dire ah bah oui, bah, il a oublié tel truc, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que en fait, malgré le fait qu'il est presque parfait, en fait, ce programme, il peut être un écueil dans la campagne. D'abord parce que les insoumis s'y réfèrent systématiquement et trop systématiquement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas à chacune des questions qui sont posées à des députés ou à des porte-paroles ou je ne sais pas quoi de la France Insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon, renvoyer à une page du programme. Ça, c'est pas une réponse qui est valable et qui est audible en fait dans le débat public. On attend en fait une réponse avec du corps, surtout quand on est à gauche, surtout quand on parle depuis la gauche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette liste de mesures, elle va nécessairement en fait aboutir à des trahisons. Et en fait, les gens le savent très bien. C'est ça qui est, en fait, c'est ça la difficulté de tenir un programme, c'est que les gens lisent les choses et se disent, bah, en fait, il va y avoir des problèmes. Et les problèmes ne sont pas abordés en fait dans le programme. On ne dit pas parce qu'ils font des propositions, mais si l'OMC n'est pas d'accord, si l'ONU n'est pas d'accord, si l'Union européenne n'est pas d'accord, si le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça, c'est pas écrit en fait. Et donc du coup, nécessairement, et on sait très bien qu'il va y avoir, et quand je dis, là j'ai parlé que des instances politiques et institutionnelles, mais il y a aussi ce qu'ils appellent les forces de l'argent. Les forces de l'argent vont être vent debout contre ce programme. Et là, il n'y a pas les voies et moyens. Il n'y a pas les voies et moyens pour lutter contre les forces de l'argent dans le programme. Or, à mon sens, lorsqu'on est de gauche et qu'on veut porter un programme politique de cette ampleur, en fait, avec cette ambition-là, on doit aussi nous expliquer qu'est-ce qu'on fait, en fait, face au MEDEF qui va être vent debout à la moindre… si Jean-Luc Mélenchon est élu président, il va dire la moindre chose, le MEDEF va hurler, ils vont sortir les actifs de France, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, en fait, pour lutter contre le programme. Ben, moi, j'aimerais bien, en fait, que c'est très étrange parce que oui, c'est très étrange parce que Mélenchon, qui est un homme de mouvement, hein, c'est quelqu'un en mouvement, Mélenchon, et il ne sait pas penser qu'est-ce que c'est que la mise en mouvement, donc la création du rapport de force dans l'instant dans lequel on vit. Hein. Je ne dis pas qu'il n'a jamais su, mais là, aujourd'hui, cette pensée de la dynamique politique ne fait pas partie du cœur de son projet, et c'est pourtant le point sine qua non, le point sine qua non
d'une campagne de, présidentielle. de la crédibilité. De la Ouais, crédibilité. ouais, non, juste avant de finir, quand même sur une note positive, c'est que il s'agit peut-être en fait d'une séquence. C'est que là, on a vu les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon rentrer dans la séquence programmatique avec la sortie de ce livre. Mais peut-être qu'elle va n'avoir qu'un temps et qu'ensuite va peut-être au début du mois de décembre, dès la semaine prochaine, peut-être ils vont essayer d'aller chercher la dynamique autre part que dans ce retour au programme systématique. Bon, on va clore ce sujet et on va passer, On en reparle la semaine prochaine. De toute façon, on va oui, aller bien sûr, écouter après Mélenchon voilà, à la exactement. Ce sera Défense et peut-être on en l'occasion reparlera. d'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon d'exprimer, de dépasser en fait ce programme pour aller chercher la dynamique autre part. Dernier petit point très court, des petits conseils. Je sais pas, de lecture. Oui, on a eu envie d'en parler. Moi, je suis tombée un peu par hasard sur Retour à Reims, qui est diffusé sur Arte, que franchement, c'est un bijou. C'est un documentaire qui a été construit sur la base du livre de Didier Héribon, Retour à Reims. Donc, il y a des extraits du livre qui sont lus par Adèle Haenel en voix off, et c'est monté à partir de documents, d'extraits, de vidéos de l'époque, et qui racontent le retrait, la mésentente entre le monde populaire, la gauche, le Parti communiste, autour de Reims. C'est absolument magnifique. Ça dure 50 minutes, c'est sur Arte, Retour à Reims. C'est vraiment très intéressant de regarder cette tranche d'histoire pour comprendre notre histoire. Moi, j'ai juste un petit truc. C'est une pièce que je suis allé voir hier. Donc, c'est de la danse, c'est du ballet. Alors, on va se dire, ça n'a aucun rapport avec la politique. Mais en fait, c'est une soirée qui est proposée par l'Opéra de Paris à Garnier jusqu'à fin décembre. Et dans cette soirée, vous avez 3 pièces. Donc, il y a une pièce Rhapsody de Ashton. Bon, c'est pas beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Il y en a une deuxième qui est une reprise de l'après-midi d'un Faune par une chorégraphe contemporaine, Sharon Neyal. Et la troisième, et c'est là que je voulais en venir, c'est une reprise littérale, qui essaye d'être plus proche de la réalité. La chorégraphe a travaillé à partir de documents d'archives, mais il n'y a pas de film. C'est une pièce de Nijinsky, donc de 1913, de Václav Nijinsky, 1913, donc un Russe qu'il a créé avec les ballets russes à l'époque, qui s'appelle Le Sacre du Printemps. Et c'est extraordinaire parce que ce que voulait faire la proposition en fait de Václav Nijinsky à l'époque était une proposition révolutionnaire. Et donc, il a fait une pièce qui se voulait révolutionnaire. Et ce qui est dingue, c'est que ça date de 1913, ça a très peu été montré parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives, il y a eu quelques dessins, etc. Mais donc là, c'est remontré. Et en fait, aujourd'hui encore, cette pièce est révolutionnaire. Et c'est ça, moi je trouve que là, il y a quelque chose en fait et puis il y avait tous les arts qui étaient entremêlés, c'est-à-dire que c'est la danse, le costume, le décor, la musique, ouais. Tout est une œuvre totale. Une œuvre totale et une œuvre qui donc sort en 1913 et a intéressé énormément les chefs politiques, enfin les leaders politiques de l'époque, parce qu'il s'est passé dans la salle, c'est comme ça en fait qu'a été interprété dans certains journaux, notamment bolcheviques, c'est comme ça qu'ils ont interprété la chose. Les gens se sont hurlés dessus dans la salle, ça hurlait, les gens jetaient des trucs sur la scène, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, et les bolcheviques ont dit ce qui se passe dans la salle, nous, on va essayer de faire la même chose en politique. Et franchement, il faut le voir parce qu'en fait, il s'est passé, je ne dis pas que les gens ont hurlé dans la salle, etc., mais dans la salle hier à Garnier, les gens n'étaient pas très... ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient et du coup, ils le rejetaient parce que c'était encore 100 ans après, 110 ans après, c'était encore trop révolutionnaire pour eux, même pour le public bourgeois de 2021 qui va à l'opéra, c'était quand même trop bourgeois. Donc vraiment, il faut aller voir cette pièce ou le voir sur... Il y a des vidéos sur YouTube. Comment? Trop innovant, tu veux dire. Trop innovant, oui, trop innovant et trop révolutionnaire. Et il faut la voir et aller sur Internet, Le Sacre du Printemps par Václav Nijinsky. Voilà. Bon, merci. On clôt là-dessus. Allez, à la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas comment on va faire la semaine prochaine, mais peut-être qu'on en fera 2 des débriefs. Ouais, ça va être compliqué. La droite, Zemmour, Mélenchon. Enfin, je ne sais pas, il y a trop de trucs la semaine prochaine. Bon, allez, salut, bonne semaine.